Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, déjà présente-toi. Je m'appelle Aïna et je suis chanteuse et je vis dans région parisienne. Ok, depuis quand t'es chanteuse? Depuis toujours, en vrai depuis toujours. J'ai commencé quand j'étais très jeune, mais officiellement et pour avoir vraiment une carrière professionnelle depuis un an, un peu plus, un an et demi. Et tu faisais quoi avant? Avant de faire ça professionnellement, tu veux dire? Ouais, Je faisais des études ok, qui me plaisaient pas. J'ai ok. arrêté. Est-ce que t'aurais fait quelque chose de... Si t'aurais pas été chanteuse, t'aurais fait quand même un autre métier créatif ou ça avait rien à voir? Je pense qu'au fur et à mesure... Enfin, il y a bien un jour où je me serais retrouvée dans un truc créatif parce que j'ai longtemps cherché à faire autre chose que du créatif et je suis toujours revenue vers ça parce qu'au final, c'est vraiment ça qui m'anime. Donc, je pense qu'il n'y a pas moyen que je fasse autre chose en fin de compte. Ok. Ouais. C'est quoi ton premier souvenir de création? Du plus loin que tu t'en souviennes? De création en soi, euh, il y a un souvenir qui vient de me revenir en tête. J'ai toujours fait beaucoup d'art avec mes parents, enfin, avec mon père surtout, qui est artiste. Et quand j'étais très très jeune, alors là c'est vraiment le plus vieux souvenir que je peux te donner, hein. Je me rappelle que mon père, il achetait des pommes de terre, il les découpait en deux. Et en fait, il découpait des formes dedans. Et ça faisait des sortes de tampons. Et du coup, avec ça, en fait, on pouvait faire des dessins, genre on les trempait dans la peinture et on faisait des tampons. Et je pense que c'est clairement le truc créatif le plus ancien que je puisse trouver dans T'avais ma quel âge là à mémoire. peu près? Je sais pas, je devais avoir 3 ans, je pense. Trois, Ok, ouais, franchement, je saurais pas dire, mais j'étais très très jeune. ok. Ouais. T'étais... Ton père il est plasticien, du coup? Alors, mon père, il est chanteur, tatoueur et également plasticien, ouais. Ok. Tu crois que ça a influencé qu'il soit chanteur ou pas? Totalement. Ouais, je pense vraiment, j'ai une théorie selon laquelle les familles d'artistes, il y a souvent quand même des descendances en vrai. Ouais, mais tu vois, j'ai déjà reçu ici des gens qui ont, dans leur famille très proche, genre leurs parents ou quoi, des artistes qui sont dans des domaines et eux, ils vont à l'opposé de ce domaine-là, artistiquement parlant. Mais ils vont quand même dans l'art. Ils vont quand même dans l'art. Voilà. Mais c'est vrai que ça aide en soi. En fait, je sais pas si ça aide, je sais pas si c'est génétique, mais je pense que rien que dans l'éducation et dans le fait que tu été confronté à de la créativité, à de l'art depuis que tu es très jeune, bah forcément, en fait, ça fait que tu as un certain attrait à ça. En tout cas, en général, c'est pas tout le Ouais, c'est pas temps, une mais science exacte, mais ouais, je suis d'accord je avec toi. pense, ouais. Et mais du coup, comment ton père il a réagi quand tu lui as dit, bah ok, je vais faire que ça maintenant? Bah, en fait, il m'a vachement aidé dans ce process parce que quand je me suis vraiment dit que j'allais faire que ça, c'est à peu près la même période où j'ai arrêté les études. Ça se passait vraiment très mal et c'est vraiment lui qui m'a rassurée et qui m'a dit, mais en vrai, si tu veux pas faire un métier super sérieux, aller faire de l'économie et que ça te plaît pas, bah arrête et fais de la musique. Si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Et il a été super supportif et je pense que c'est lui qui m'a vraiment fait avoir le déclic du ah ouais, en fait, j'ai le droit de T'as le droit faire de le ça, quoi. faire. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Donc il a toujours été vachement derrière moi et très fier de ce que je faisais. Et J'ai beaucoup de pourquoi, chance. pourquoi pas plus jeune alors? Bah, en fait, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours chanté quand j'étais en primaire, maternelle, chanter. Mon plus grand rêve, c'était d'être chanteuse quand j'étais petite en primaire. Quand j'étais au collège, je mettais des vidéos sur YouTube. Quand j'étais au lycée, j'avais un groupe de musique. Donc ça a toujours été quelque chose vraiment d'inhérent à moi enfin, à comment j'ai grandi. Mais en fait, quand j'ai eu peut-être 18 ans, en fait, quand j'ai fini le lycée, il y a un moment où je me suis rangée et j'ai arrêté. J'ai toujours été dans ce monde créatif, mais j'ai arrêté de faire de la musique à proprement parler. Et, euh, et du coup, bah, en fait, je l'ai repris vraiment plus tard quand lui, il m'a dit, mais en fait, t'as toujours fait ça, ça a toujours été ton rêve. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé de côté? Continue si c'est ça que tu veux faire. Donc ça a plutôt été une pause, mais j'ai jamais vraiment euh, arrêté ça, en fait. Ça a toujours Hmm, été là. ok. En off, tu me disais que tu étais aussi graphiste. Ouais. Euh, est-ce que le fait de devenir graphiste, ça a été influencé parce que de l'envie d'aller vers un métier aussi créatif? Mhm. Et est-ce que, j'ai une question un peu alambiquée, mais est-ce que le fait de maîtriser un autre art, ça influence ta musique? Alors, pour la première question, en fait,
Alors, si mon père voit cette interview, il va vraiment croire que je donne tous les crédits, mais j'ai commencé à faire du graphisme super jeune en fait. Quand j'étais au collège, pour la petite histoire, mon père m'a installé Photoshop sur mon ordi parce que j'avais pas la Wi-Fi dans ma chambre. Et du coup, en fait, j'ai commencé je sais pas, à manier un peu le logiciel et à faire genre des montages de mes stars préférées quand j'avais peut-être 11 ans, un truc comme ça. Donc de base, c'était juste parce que je m'ennuyais, j'aimais bien l'art parce que c'était un truc auquel je touchais un peu à plein de formes d'art quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'ai fait ça et j'ai continué au fur et à mesure. Donc ça a pas été, ah, parce que je fais du son, je vais faire du graphisme, où il n'y a pas forcément eu de lien à ce moment-là. C'est juste que j'aimais créer et que c'était un nouvel outil pour pouvoir créer. Euh, Et ta deuxième question, c'était par rapport à quoi? La question, c'est est-ce que du coup, ça, maintenant, Ah oui, ça me donne ça influence la musique ou pas? Je pense pas forcément. Je pense que dans tous les cas, tu es forcément influencé par un peu tout ce qu'il y a autour de toi, que ce soit les différentes formes d'art, tout comme tout ce que tu peux vivre. Mais vraiment, dans le concret, j'ai pas forcément l'impression que mon graphisme influence ma musique et vice-versa. Par contre, il y a clairement une patte commune et j'imagine beaucoup ma musique par couleur. Et ces couleurs se retrouvent vachement dès les visuels que je fais. Les Donc on mêmes sent... couleurs auxquelles tu penses? Bah ouais, en vrai, ouais. Je viens d'y réfléchir, mais en vrai, ouais. Je suis Ouais. souvent dans des designs qui sont assez sombres, avec des couleurs, euh, bah ouais, assez sombres, en fait. Et genre du noir, du bleu nuit, des choses comme ça. Et dans ma musique, c'est vachement aussi... c'est la couleur à laquelle je pense directement quand je pense à ma musique. Donc, Ok. make sense, ouais. Et du coup, c'est quoi qui influence ta musique? Pourquoi elle est de couleur sombre, dira-t-on? Je pense que j'ai toujours eu cet attrait à la nostalgie, à la mélancolie, au sentiment aussi. Et je pense aussi que, tu vois, tout comme les gens voient plus facilement quand les choses vont mal que quand les choses vont bien. Tu vois, ils vont plus facilement voir quand il y a un problème que quand il y a plein de choses qui sont bien, quand les gens font quelque chose de mal que quand les gens font quelque chose de bien. Et du coup, je pense que très jeune, j'ai peut-être aussi davantage ressenti mes sentiments négatifs, la tristesse, les choses comme ça, que mes sentiments très positifs. Et c'est du coup plus ces sentiments-là qui m'ont vachement inspiré en fait, et qui m'ont poussé à écrire. Enfin, il y a plein de gens qui diront qu'ils n'arriveront pas à écrire quand ils sont de bonne humeur ou quand ils sont heureux, et qu'ils ont toujours plus de choses à dire quand ils sont tristes. Et je pense que je fais partie de ces personnes-là en vrai. Et donc, bah, c'est des sentiments qui s'allient vachement à ce genre de couleurs assez sombres, en fait. Et ce que tu dis, c'est drôle parce que ici même, avec une artiste qui s'appelle Happy Bandit, qui est une tatoueuse et qui est une Mhm. peintre aussi, Je vois, ouais. on a parlé de ça. Et on était d'accord pour dire qu'il fallait arrêter avec ce cliché. Je sais. Je sais, mais après, tu vois, Mais chacun est un c'est pas peu... contre toi que je Non, dis ça, hein, t'inquiète. tu vois. C'est juste que je dis ça, on se disait ça, parce que ce que tu dis, c'est vrai. Il y a le cliché, il n'y a pas de fumée sans feu, dira-t-on. Ce Mhm. cliché va battre quelque part, qui est une forme de réalité chez les artistes qui ont à écrire, dira-t-on. Et le problème, c'est que c'est un cliché qui s'étale dans le temps et qui Mhm. s'étale aussi sur le monde de l'art. Et que du coup, dans la tête des gens, de façon inconsciente, tu vois, euh, un artiste, forcément, ça écrit sur la tristesse ou c'est triste. Alors que c'est pas vrai, hein. Alors que c'est pas C'est vrai. pas vrai du tout. Non, pas du tout. Après, il y a différentes formes d'artistes. Être artiste, c'est quelque chose qui est... Enfin, c'est un mot qui est super large. Moi, je fais partie des artistes tristes. Voilà. Après, j'essaye, franchement, j'essaye vraiment de sortir de cette case, justement, parce que j'ai conscience du fait que bah, ça s'étend à beaucoup d'autres choses et qu'en vrai, il y a aussi plein d'autres panels à explorer. Des choses beaucoup plus colorées, des choses beaucoup plus joyeuses. Mais c'est encore un truc qui est en process pour moi et qui est beaucoup moins facile, en vrai. J'ai beaucoup plus de facilité à parler de ma tristesse qu'à parler de mon bonheur. C'est un fait. Ouais, ouais. Ouais. Mais en fait, moi, ce qui me dérange avec ça, surtout le vôtre qui me dérange avec ce truc, c'est surtout que. C'est une question que je te pose en même temps que je fais la réflexion. Est-ce que ça enferme pas créativement, ça? Est-ce que du coup, ça enferme pas dans deux sens? Dans le premier sens, est-ce que du coup, on se force pas à attendre la tristesse pour créer, Mhm. d'une part? Et est-ce que on ne devient pas otage de ce personnage triste et du coup, on se permet de créer que des trucs qui ont l'air tristes ou qui sont issus de la tristesse? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois totalement. Tout dépend, je pense, de à quel point tu as conscience de ton personnage artistique et des moments où tu vas être le plus inspiré. Après, depuis que je fais de la musique professionnellement et que je le fais vraiment dans le but de construire ma carrière, dans le but de sortir des choses, j'ai un mode de travail qui est beaucoup plus, je dirais, organisé, et je vais moins attendre les pics d'inspiration pour pouvoir créer. Je vais plus essayer de créer au fur et à mesure et de continuer de progresser et d'élargir ma création. Donc dans ces moments-là, je pense pas personnellement être
victime de cette tristesse parce que du coup, je vais quand même essayer d'aller chercher d'autres sentiments. Par contre, c'est vrai que du coup, toutes les années précédentes et toute ma jeunesse, bah, je créais quand je sentais enfin, quand j'avais le besoin de créer et c'était plus souvent quand j'étais triste. Après, il y a plein d'artistes qui te diraient que quand ils sont tristes, ils n'arrivent pas à créer et que eux, ils créent que quand ils sont super joyeux. C'est juste en fait la manière dont tu vas réagir à tes sentiments au final. Mais l'avantage de le faire de manière professionnelle, c'est que ça te pousse aussi à élargir ça et à chercher ailleurs pour pouvoir toujours davantage approfondir ton personnage en quelque sorte. Ok. Toi, t'écris tes chansons toute seule? Ouais, T'as ouais, déjà ouais. écrit pour quelqu'un ou pas? Non, j'aimerais bien. J'ai quelques idées en tête. Je parle avec quelques personnes pour pouvoir essayer de faire ça, mais je pense que ce serait super cool. J'aimerais bien. Alors, si on te demande d'écrire, mais un truc qui est pas triste, tu pourrais le faire ou pas? Et ben justement, je sais pas. Mais je pense que oui, en soi, je pourrais le faire. C'est juste que peut-être que ce serait moins sincère. Après, au final, c'est pas si mal parce que si j'écris pour quelqu'un, le but n'est peut-être pas forcément que je De raconte ma montrer vie. toi. C'est Ouais. ça. Donc oui, je pense que je pourrais le faire. Ouais. Ok. Il y a un truc que tu m'as dit, je voulais aller sur autre chose, mais là, je pense à ça là. Tu as parlé du. Enfin, je t'ai donné un peu la perche et tu l'as saisi. Tu as parlé du personnage Mhm, artistique. mhm. Euh, je me demande, chez les chanteurs, quel que soit leur. J'élargis la chanson à tous les types de chansons. Ok. Que ça soit R&B, pop, variété, rap. Mhm. Euh, mais du coup, là, on parle de toi. Quelle place prend le personnage artistique qu'on se crée? Et est-ce que. Alors, deuxième question, j'aime bien les doubles questions. Deuxième question, euh, est-ce que forcément il faut avoir un personnage artistique? Je sais pas si je suis la meilleure personne pour pouvoir donner cette réponse parce que je suis encore au début de ma carrière et que je pense que mon personnage artistique va encore grandir et va encore prendre une place différente dans ma vie quand ma carrière aura une plus grande place pour moi. Mais c'est une question que je me suis beaucoup posée quand j'ai commencé à vouloir faire ma carrière et que je me suis dit, ok, je m'appelle Aïna, c'est mon vrai prénom, est-ce que je garde ça en nom d'artiste? Et comment dans ce cas-là je vais faire pour pouvoir dissocier ma vraie personne de ma personnalité artistique en gardant le même prénom? Et j'étais pas sûre de pouvoir vraiment réussir à le faire. Et au final, je pense que. Alors, peut-être que mon avis va changer sur la question au fur et à mesure des années, mais à l'heure actuelle, je pense vraiment que c'est important d'avoir un personnage artistique, déjà pour pas se perdre, pour pas perdre sa personne en fait dans sa carrière et pas forcément mélanger les deux, parce que bah, toi-même, tu sais très bien, quand tu es créatif, en vrai, entre ta vie et ton art, c'est toujours. Enfin, t'es toujours en train de faire de l'art et t'es toujours en train de travailler au final. Et c'est important de se mettre des limites. Et je pense qu'avoir un personnage, ça te permet de mettre des limites et de te dire, ok, là c'est mon personnage et là je sors de ça et je peux faire autre chose. Donc oui, c'est important d'avoir un personnage. Est-ce que mon personnage est déjà à 100% défini? Je suis pas certaine. J'essaye vraiment de le différencier de moi, mais à côté de ça, ça reste aussi difficile quand tu écris des chansons à propos de toi, à propos de tes histoires. Ouais, Et à côté de ça, c'est aussi important de rester authentique. Donc c'est assez complexe de créer un personnage et je travaille encore dessus, mais je pense clairement que c'est essentiel, ouais. c'est essentiel carrément, tu Et crois? bah, je pense que, ouais, enfin, pour le bien-être, en fait, de l'artiste, c'est important. Alors, ça veut pas dire créer quelqu'un qui est totalement différent de ta personne, mais ça veut juste dire créer une entité. Parce que être artiste, et là, je rentrer un petit peu plus dans le côté commercial, j'en suis désolée, mais quand tu es chanteur et que tu vends aussi un produit, tu vends ton entreprise. Et c'est vraiment comme ça que moi, je vois aussi tout ce qu'il y a autour, parce que certes, je crée, mais à côté de ça, je vais aussi vendre quelque chose, je vais aussi m'intéresser à tout ce côté industriel, en fait, de l'industrie. Et donc, bah, en fait, je vends un produit, donc il faut que je construise mon produit. C'est normal, en vrai, je pense. Je vois. Tu vois toutes les questions que je pose à ce niveau-là, là, c'est parce que ce qui m'intéresse aussi beaucoup chez les créatifs, c'est tous les à côté qui peuvent influencer la créativité. Mhm, Tu vois, quand tu me dis ça, bon, il y a une question qui est pas neuve dans le monde de l'art, c'est la manière dont tu gères l'industrie ou l'industrie gère ta créativité en mhm, soi. Tu vois l'influence que ça a sur ta créativité. Euh, Là, ça prend un double sens parce que du coup, tu as une pensée pour l'industrie. Du coup, ça peut avoir une influence sur ta créativité. Et mhm, de l'autre côté, tu as une pensée pour un personnage créatif qui pourrait comme tu dis un peu, te séparer de toi-même. Du coup, être un espèce de garde-fou ou de gilet pare-balles de tes émotions, de ce que tu pourras mhm, ressentir. Et en même temps, il doit être au service de l'industrie, mhm, qui doit être au service de ta créativité ou... mhm. Bah, en fait, c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est vraiment un questionnement que j'ai en ce moment. Euh, Comment expliquer?
J'ai l'impression en fait que depuis que je me suis dit que j'allais faire de la musique pour le vendre en quelque sorte, pour pouvoir construire ma carrière, je m'impose certaines règles dans ma créativité. Et à chaque fois que je vais me dire, ok, là je prends le temps pour pouvoir créer, bah ça va toujours être de la performance. Je vais toujours vouloir créer pour pouvoir me dire, il faut que je sorte quelque chose de bien, il faut que je sorte quelque chose que je peux sortir aux gens. Enfin, il faut que ça soit dans la logique en fait de ma carrière. Et en fait, avant ça, et par exemple même quand je fais du graphisme, je me rends compte qu'il y a des fois où je vais faire les choses avec beaucoup plus de liberté parce que je vais pas me mettre cette pression de la performance, je vais juste créer pour pouvoir créer. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir perdu légèrement ces derniers temps, du créer juste pour le plaisir de créer et où et c'est un piège, hein, de tomber dans le je crée pour ma carrière, pour l'industrie, enfin pas pour l'industrie parce qu'en vrai je créais pour moi, mais je créais pour vendre un produit. Et c'est super difficile de garder à 100% ce truc vraiment honnête et pur du je crée juste pour créer. Mais je pense que plus t'en as conscience et plus tu peux vraiment travailler à prendre de la distance dessus. Hmm. C'est compliqué. C'est une vraie question et j'en ai parlé souvent ici. J'ai donné mon avis souvent sur cette question-là. J'ai posé la question à des gens aussi. Mhm. C'est vrai que c'est une vraie question. Le truc aussi, c'est que vu que moi je m'intéresse vraiment à la créativité, c'est un mot que je répète beaucoup, mais vous l'aurez compris. C'est le thème C'est le thème, du c'est le sujet. podcast. Euh, ça m'interroge beaucoup parce que je me dis, enfin, moi j'aime bien les échelles, pardon, et Mhm. les curseurs, tu vois. Mhm. Et je me dis, sur une échelle de valeur de la créativité, à quel niveau tu places la créativité qui n'est pas entièrement que pour toi ou qui est à destination de... Alors déjà, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il n'y a pas d'échelle. Mhm. Et que Mhm. pour un mec ou une femme, tu vois, qui crée avec l'idée que ça doit plaire, peut-être que pour lui, en fait, c'est la même chose que créer que pour lui, pardon. Euh, du coup, c'est moi qui me trompe avec cette échelle. Mhm. Ou peut-être qu'il y a vraiment une échelle. Et à quel niveau on la place si on l'a en soi? J'ai un peu du mal à... Parce que dans ton échelle, en fait, j'ai un peu l'impression que c'est comme si on jugeait la noblesse de certaines créativités. Et j'ai un peu du mal avec ça parce que je pense qu'au final, toute créativité est une fin en soi et légitime. Et si tu prends par exemple l'exemple avec le sport, quelqu'un qui va, je sais pas, courir un sprint pour la performance et peut pouvoir se dire qu'il va le faire très vite parce qu'il y a un mec qui est en train de le regarder et que, je sais pas, ça peut lui faire une opportunité, en soi, le fait qu'il soit donné à fond, c'est pas forcément moins noble que s'il avait couru tout seul, par exemple, tu vois. Donc, c'est peut-être moins sincère, pour autant, c'est pas forcément moins bon. Parce que le processus créatif, c'est au final juste de créer une idée, tu vois. C'est pas parce qu'il est 100% sincère et qu'il vient pas 100% de moi, tu vois, qu'il est moins bon en quelque sorte. Et le fait aussi de se fixer certaines règles et un but, ça peut même carrément rendre ton produit encore meilleur. Personnellement, je sais que et j'espère continuer, tu vois, mais je n'arrête pas de progresser depuis que je me suis dit que j'allais faire ça professionnellement. Parce que du coup, je me mets des buts, je me mets des étapes et je cherche à atteindre ces buts. Alors qu'en vrai, si j'avais continué de le faire juste pour le kiff, peut-être que ma créativité aurait été super pure. En vrai, peut-être que ce que j'aurais créé, ça aurait pas été ouf. Hmm. Je crois que ça challenge un peu, en fait. Exactement, exactement. Donc, je pourrais pas le mettre sur une échelle. Je pense que toute créativité est noble. Ok, Ouais. ok, très bien. Je me trompe peut-être alors. Mais euh, du coup, tu me parles de but. Mhm, Au-delà du but mercantile, mhm. qui est une part prépondérante de ta créativité. Est-ce que tu as un autre but? Bien sûr, et clairement, c'est pas enfin, c'est pas la part principale, le but mercantile, même si au final, je pense on veut tous vivre de ce qu'on aime, Évidemment. tout simplement parce que ça nous évite d'avoir à faire des choses qu'on n'aime pas à côté, tu vois, C'est c'est vraiment sûr. juste pour ça. Mais mon but premier, je pense qu'il a d'abord été assez égoïste, dans le sens où je faisais de la musique pour mon bien à moi, pour pouvoir me libérer de choses que je vivais, pour pouvoir faire aussi le clair avec mes idées, parce que dans ma créativité, souvent, je vais avoir des choses dans ma tête et je vais commencer à écrire. Et plus je vais écrire et plus je vais mettre les choses sur papier ou bien en musique, et plus en fait, je vais découvrir des choses sur moi-même. C'est vraiment une sorte d'introspection. Donc, avant tout, c'était pour moi que je le faisais. Et après, à côté de ça, quand j'ai vu que je pouvais, genre, alors c'est vraiment une réponse bateau, hein, je suis désolée, mais quand j'ai vu que je pouvais aider des gens et que je pouvais parler à des gens par ma musique, moi, je me suis dit, ok, let's go, c'est ça que je veux faire en fait. C'est ça, et j'ai envie ouais, de pouvoir échanger avec des gens et qu'ils puissent me comprendre, qu'on puisse se comprendre par rapport à ce qui m'est le plus cher, c'est-à-dire la musique. Et étant aussi une grande amoureuse et consommatrice de musique de base, il y a eu aussi ce truc de, waouh, mais en fait, moi aussi je veux faire ça.
Tu vois, genre, j'aime trop écouter tout ça et j'ai toujours fait ça quand j'étais plus jeune. Je veux faire la même chose. Moi aussi, je veux être cette personne-là, tu vois. Et il y a des artistes et des musiques qui me touchent tellement que je me dis, mais ce serait trop bien de pouvoir toucher les gens autant et en faisant mon truc à moi, quoi. J'ai déjà posé la question à un rappeur ici qui s'appelle Alvin Chris, Mhm, euh, qui m'a qui m'a parlé de ses influences en utilisant les mêmes termes que toi. mhm, En disant, j'étais influencé par tel truc et je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. mhm, Et je lui avais demandé, et c'est la question que je te pose aussi du coup, est-ce qu'il y a seulement, moi aussi, je veux faire ça, mhm. ou il y a aussi, je peux faire mieux que ça? Euh, Alors oui, alors il y a je peux faire mieux, mais il n'y a pas forcément je peux faire mieux que ça, parce que je respecte énormément les autres artistes, et tout à l'heure en plus on en parlait en off, du fait que bah, on est tous les deux des créatifs, et on a tous les deux des processus créatifs, mais pourtant quand on voit un autre créatif créer, on est en mode waouh, mais comment il fait ça, c'est incroyable. Et moi j'ai cette sorte de fascination pour tous les autres artistes aussi, tu vois. Et je pense que c'est d'ailleurs aussi ça qui a fait que je me suis lancée un peu plus tard que ce que j'aurais dû dans la musique, parce que j'étais tellement fascinée par les autres artistes que je me disais moi je peux pas faire aussi bien. C'était plutôt le contraire, tu vois. Et donc c'est pas non je peux faire mieux que ça, mais c'est je peux faire mieux que ce que je fais déjà, et je veux faire plus, et je veux faire, tu vois. Mais il n'y a pas forcément eu de comparaison, en tout cas pas avec les artistes que j'aime, parce que ceux que j'aime et que j'apprécie, je les mets sur des piédestals en fait. Hmm. Quelle influence ils ont eu ces artistes sur ta musique? Euh, je, je, je pense qu'elle est très inconsciente, parce qu'au final, on est tous vachement influencés par ce qu'il y a autour de nous, par la musique. Enfin, faisant de la musique, je suis forcément influencée en vrai par ce que j'écoute, malheureusement. Donc, j'essaye de prendre vachement de distance avec, et même d'ailleurs d'écouter moins de musique en vrai. Depuis que je me suis lancée dans ma carrière, j'essaye d'écouter beaucoup moins de musique, en tout cas moins de musique qui pourrait me ressembler. Donc, je pourrais pas te dire directement et précisément qu'est-ce qui a influencé, mais je pense que forcément. Bah, comme je te disais par exemple tout à l'heure quand on parlait des couleurs, tu vois, moi dans ma vie je suis quelqu'un qui est très sensible à toute la mélancolie, j'aime énormément les artistes qui sont mélancoliques, je fais de la musique mélancolique, donc il y a forcément à un moment un truc qui se retrouve. Maintenant j'essaye vraiment de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de choses qui se retrouvent pour pouvoir avoir un truc très authentique, mais en vrai personne n'est entièrement authentique. On est tous influencés par les gens autour de nous et par ce qu'on voit et ce qu'on écoute. Ouais, mais l'influence, c'est. Alors, parce que moi, j'ai combattu fort Mhm. pour Pas être influencé. pas par être influencé, mais pour ne pas reproduire les influences que j'avais. Ah ouais, à fond, ça c'est important. Mais c'est le combat le plus dur, surtout quand. Parce que comme toi, moi, j'ai commencé tardivement, tu Mhm. vois. Et euh, quand j'ai voulu me lancer dans des écrits qui n'étaient pas théâtraux, parce que j'ai commencé par le théâtre, mais je n'étais pas influencé parce que je connaissais pas vraiment. Mhm. Je me suis lancé comme ça à l'aveugle, tu vois. Mais quand j'ai voulu me lancer dans des écrits qui étaient plus classiques, je dirais, j'ai été presque écrasé par mes influences, mais Mhm. inconsciemment, Mhm. tu vois. Ouais, Genre, j'écrivais et je pensais à ces gens ouais. en me Ah ouais, disant, non, j'avoue, ok. j'aimerais faire comme eux, Mhm. tu vois, mais ça, j'aimerais faire comme eux, j'aimerais voir leur carrière ou Ouais. j'aimerais écrire aussi bien qu'eux. Mhm. Mais du coup, sans faire exprès inconsciemment, peut-être que j'écrivais un peu comme eux, Mhm. sans m'en rendre compte, tu vois. Et c'est dur de se départir de ça parce que c'est tellement inconscient et puis c'est Ouais. tellement fort aussi, tu vois. Ouais, et du coup, en fait, je vois ce que tu veux dire. Et alors, autant je pourrais pas te dire précisément qu'est-ce qui est influencé dans ma musique, autant je sais que le gros travail que j'ai fait de ce côté-là pour avoir un truc authentique, et sur lequel je travaille encore en vrai, parce que c'est un travail qui est constant, c'est que j'ai vraiment cherché à définir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, d'où ça vient et comment le trouver. Tu vois, par exemple, c'est un truc tout bête, mais dans les prods, il y a plein de producteurs qui trouvent que je suis un peu genre super genre chiante dans ce que je veux, mais parce que j'ai des idées précises de ce que je veux, tu vois. Par exemple, j'aime pas les hi-hats. Les hi-hats, du coup, pour ceux qui connaissent pas, c'est les petits dans les prods qui sont très trap en fait et qui moi me parlent pas du tout et que j'aime pas. Et c'est que des tout petits détails comme ça en fait où du coup j'ai pu petit à petit construire ce que j'aimais moi. Et au Hmm. final ce que j'aimais moi c'était pas forcément ce que je trouvais dans la musique autour de moi, parce que par exemple pour prendre cet exemple des hi-hats, les trois quarts des sons que j'écoute il y a des hi-hats dedans. Mais Hmm. moi je me suis rendu compte dans ce truc là que c'était pas ce qui me plaisait. Et donc je pense qu'en vraiment cherchant ce qui te plaît
et ce qui te plaît pas aussi. C'est comme ça que tu arrives à avoir un truc qui est beaucoup plus défini et où petit à petit, du coup, tu arrives peut-être davantage à t'éloigner de tes influences parce que tu sais plus précisément ce que tu veux faire aussi. Parce que quand tu sais pas forcément ce que tu veux faire et que tu veux juste faire bien et faire un peu pareil qu'eux et faire mieux, bah forcément que tu fais pas un truc authentique. C'est quand tu as vraiment une idée précise de ce que tu veux faire que tu arrives à avoir un truc un peu plus authentique. Alors, pour parler de création pure, quand tu dis que tu as une idée précise, c'est-à-dire que tu penses à un son, j'essaie de faire un déroulé. Est-ce que tu penses à un sujet que tu veux écrire, des paroles que tu veux écrire, et que en même temps que ça, tu penses à une production musicale derrière, à l'instrumental derrière, et que tu penses à comment est structuré cet instrumental-là, ou juste t'écris, et après tu demandes à des gens de te faire des prods, ou de te proposer des prods, et là t'es exigeante sur ces productions. Comment ça se passe dans mon processus créatif? Déjà, il faut savoir que... et moi, c'est vraiment le truc qui m'excite le plus d'être artiste en vrai et d'être chanteuse, c'est qu'il y a plein de choses à faire. D'un côté, il faut écrire. D'un autre, il faut trouver les top lines, il faut trouver les backs, il faut chanter les bonnes notes, il faut trouver les bonnes prods, il faut trouver les bonnes mélodies. À côté de ça, il faut aussi faire du coup tout le côté promo, marketing, graphisme aussi du coup. Et donc en fait, il y a plein de tâches à faire et tu peux pas toujours avoir l'inspiration pour pouvoir faire toutes ces tâches au moment où tu veux les faire. Et du coup, comment est-ce que moi je m'organise quand je sais que par exemple, à ce jour-là, j'ai aucune inspi pour faire un son, si je fais un truc ça va être nul, bah, je vais me focus sur d'autres choses. Dans toute la liste des choses que j'ai à faire. Et donc en fait souvent dans la création de mes titres, je vais vraiment les créer mais de manière super séparée et en fait à la fin mon titre ça va vraiment être un patchwork de plein de moments différents où j'aurais eu de l'inspiration plus pour écrire à ce moment-là, plus pour une prod à ce moment-là. Et donc très souvent comment ça va se passer, en fait j'écris énormément, mais en fonction de ce que je vais ressentir ou des idées que je vais avoir. Donc là, par exemple, je sais pas, tout à l'heure, je vais sortir dehors, je vais voir qu'il pleut, ça va me faire penser à deux phrases qui vont rimer, que je vais trouver jolies, je vais les noter dans mes notes. Et en fait, dans mes notes, j'ai des dossiers qui sont organisés par thème. Donc, par exemple, je vais avoir, je sais pas, mélancolie, tristesse, amour du début, mais plein de trucs. Et du coup, en fait, dès que je vois que, bah, je sais pas, cette phrase, elle pourrait vraiment bien aller dans ce genre de thème, je le mets dans le dossier. Et après, je le laisse dormir. Et dans ces dossiers-là, mais j'ai des trucs qui datent depuis, je sais pas, depuis peut-être 4 5 ans. Et après, il y a un autre jour où je vais avoir envie de faire un son, et là, j'aurai l'inspiration pour faire un son. Et du coup, ça va être à ce moment-là où, je sais pas, je vais me dire aujourd'hui, j'ai envie de parler de ça. Et donc après, je vais aller chercher dans ce dossier et je vais un peu tout recoller, tout remettre ensemble. Et du coup, des fois, je me retrouve avec des sons qui ont des textes qui datent de 2017 jusqu'à 2021 et qui, au final, bah, s'accordent parce qu'il y a quand même une similarité. Donc ça, c'est du côté écriture. Du côté production, du coup, bah, comme je te disais, j'ai des idées assez précises de ce que je veux. Moi, mon but à moyen terme, ce serait de pouvoir faire mes propres prods. Comme ça, je serais vraiment pas limitée de ce côté-là. J'ai déjà commencé, mais j'ai pas le niveau suffisant par rapport à ce que je veux. Donc, je travaille avec des producteurs avec qui je m'entends très bien et avec qui bah, je sais en fait qu'ils comprennent mon univers. C'est vraiment important pour moi de parler avec les personnes avec qui je travaille pour qu'ils puissent vraiment comprendre dans quoi je vais. Parce que je pense que... Enfin, chanter, c'est pas juste poser sur une prod en vrai, c'est vraiment faire un morceau qui est complet et qui a du sens dans tout en fait, que ça soit de la moindre percussion jusqu'à le moindre bac que je vais faire, j'ai besoin d'avoir cette vue sur tout ça. Et donc souvent, soit je vais aller en studio avec le producteur et on va créer ensemble. Je vais dire, ok, j'ai envie d'avoir un truc comme ça. Après, lui va faire sa magie parce qu'il a ce côté créatif de ce côté-là aussi. Tu vois, je vais lui dire, ouais, j'ai envie d'avoir un son de pluie un peu bleu marine avec des grosses basses et un peu de violon à la fin. Tu vois, j'en sais rien. Mais du coup, je vais lui donner certaines idées et après, on va créer ensemble. Soit il va déjà me donner des prods qu'il aura fait dans le délire qu'on a parce qu'on a déjà parlé et qui sait déjà ce que je recherche. Et une fois que j'aurai posé, on va la retravailler ensemble. On va ajouter des éléments, on va en enlever. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir cette vue sur le truc global parce que je suis très exigeante dans ce que je recherche. Voilà un peu. Et est-ce que ça prend du temps du coup de créer, ne serait-ce qu'un son, avec tout ce processus-là? Bah, tout dépend quand tu détermines que ton son il est créé. Parce qu'en vrai, tu vois, je peux très bien créer un son là ce soir. Et au final, il va être posé entièrement sur une prod et ce sera un son en quelque sorte. Maintenant, pour qu'il soit vraiment sortable et qu'il me plaise à 100%, ça peut mettre plus de temps parce que du coup, je vais repasser par tout ce retravail jusqu'à avoir un produit qui est vraiment parfait. Donc, ça peut mettre une journée, si on est tous ensemble et qu'on fait les choses rapidement, ça peut mettre quelques heures, comme ça peut mettre 3, 4, 5 mois, 6 mois. Et j'ai des sons qui sortent après, alors que je les ai fait, j'ai commencé à les faire
il y a des 2 ans, des choses comme ça. Mais parce qu'en vrai, chaque œuvre a son processus. Ça peut être très rapide comme ça peut être très long. Il n'y a pas trop de... Est-ce que tu crois qu'il y a une corrélation entre comment dire, entre moment, époque, je dirais, pour être plus imagé, et, création, enfin, époque et livraison du produit fini. Dans le sens où, est-ce que il y a pas, parfois tu te dis pas, j'ai eu cette idée de son il y a 2 3 4 5 ans, il est presque terminé, mais il n'est pas terminé. 5 ans après, je trouve le truc qui peut terminer ce son-là, mais l'époque est passée de ce son. Bah, c'est là où je m'attelle vraiment à... Mais tu vois, c'est comme tout à l'heure, on parlait des influences. Moi, un truc que je veux absolument pas, même si au final, bah, ce sera pas forcément moi qui décidera de ça, je n'ai pas envie que que ma musique soit marquée dans le temps. J'ai vraiment envie de créer quelque chose qui soit intemporel, quelque chose qui suive pas forcément les codes de la mode, quelque chose qui soit vraiment, qui puisse être écouté autant il y a 5 ans qu'il y a 10 ans. Donc, alors, après, advienne que pourra, tu vois, ça se trouve, les gens, ils vont dire, ah, ça fait trop 2020 ce qu'elle fait, je sais pas, tu vois. Mais j'essaye vraiment de faire des choses qui sont intemporelles. Donc, j'ai pas forcément ce problème en tête. Après, l'autre problème qui peut se poser, c'est j'ai fait ce son il y a 5 ans et en vrai, depuis, j'ai progressé et il me parle plus à moi, il résonne plus en moi. Est-ce que je vais le sortir maintenant quand même? Et la réponse que je me donnerais, c'est oui, en vrai, parce que les gens, ton public, ne savent pas forcément, en vrai, quelle est la progression que tu as fait. Ils savent pas où est-ce que tu en es maintenant. Et ce son qui est très bien quand même pourra totalement leur plaire. Et si c'est que maintenant que tu le finis, sors-le maintenant, en fait. Mm. Et après, je pense que dans le style de musique que je fais, l'avantage c'est que c'est un style qui est encore assez niché en France parce qu'il n'y a plus vraiment de R&B, néo-soul, entre deux, trap soul en France. Donc il y a beaucoup moins ce problème d'être ancré dans le temps. C'est pas comme si je faisais de l'afro-trap et que du coup on me dirait directement ah, c'est trop 2018. Ouais. Tu vois. Donc là, t'es en train de dire que MHD, Non, c'est trop respect 2018. pour l'afro-trap, respect. Mais voilà, tu vois, il y a des choses qui sont quand même beaucoup plus des effets de mode, tu vois. Ouais. Et moi, je suis pas dans un style qui est dans un effet de mode, en tout cas pas pour l'instant. Donc, j'ai pas ce problème à l'heure actuelle. Après, il y a aussi, j'ai deux choses en tête là. Mais la première, c'est qu'il y a aussi, là, je pense au rap particulièrement. Tu vois, il y a eu des effets de mode dans le rap et on les connaît. Mais il y a un truc qui arrive parfois, c'est pas tout le temps le cas, mais il y a un truc qui arrive parfois, c'est que quand t'es précurseur d'un effet de mode, t'es le seul qui pourra le perpétuer au-delà du temps de cette mode. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je prends un exemple qui est très concret, tu vois. Un mec comme Caris qui a commencé avec la trappe, le fait qu'il ait la carte d'être le premier meilleur trappeur de France, ça lui permet de continuer à faire de la trappe et d'être encore audible, même dans une époque où il y a eu l'afro-trap entre-temps, il y a eu la drill, il y a eu plein de trucs, tu vois. Alors après, faudrait faire une liste de ces personnes qui ont réussi à perdurer, parce que je pense qu'en vrai, ce qui les unit toutes, plus que le fait qu'elles soient des précurseurs, c'est que c'est des gens qui sont chauds. En vrai, c'est des gens qui ont su se renouveler, qui ont su rester, qui ont su imposer des choses après beaucoup de travail. D'ailleurs, Caris, moi je trouve que ce qu'il fait cette année, c'est trop chaud et qu'il a vraiment réussi à revenir et à se renouveler avec un truc quali. Et en vrai, s'il s'était juste contenté de faire de la trappe et qu'il avait fait des choses de mauvaise qualité cette année, il aurait perdu son public. Et il y a plein de gens qui ont perdu leur public alors que c'était des précurseurs. Donc le fait d'être un précurseur, pour moi, c'est pas le passe-droit pour pouvoir continuer de faire ton truc pendant encore des années. Va falloir continuer de te renouveler, va falloir continuer de plaire aussi aux nouvelles générations, va falloir t'adapter et c'est ceux qui arrivent à s'adapter et à continuer de faire progresser leur art qui resteront le plus longtemps selon moi. Ouais, mais tu vois, quand tu parles d'intemporalité, comment on est intemporel en pensant quand même à l'époque et à la manière de s'adapter à cette époque-là? Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand on est intemporel, en vrai, on est hors de la ligne du temps. Bien sûr, mais après, tu vois... Moi, quand je te parle de comment s'adapter à maintenant, c'est plus dans le sens où, je sais pas, par exemple, en termes de visuel, Caris, il a step up, par exemple. Par rapport au visuel qu'il faisait il y a quelques années, c'était moins quali. Maintenant, depuis le niveau, selon moi en tout cas, hein, des clips en France, c'est largement amélioré. Il y a des clips, c'est des films, c'est incroyable. Si lui était resté à un niveau qui était plus médiocre, s'il n'avait pas fait de la HD, des choses comme ça, là, il n'aurait pas été adapté à son temps, tu vois. Okay. Et donc, il ne serait pas renouvelé. Après, je dis pas qu'il faut forcément que tu fasses des musiques avec des refrains qui peuvent aller sur TikTok. Là, forcément, ça tombe dans un temps, tu vois. Et je critique pas. Franchement, faites buzzer mes sons sur TikTok. Moi, je veux bien, tu vois. Je veux bien manger cette SACEM. Mais voilà, je pense que c'est plutôt
dans ce sens-là, t'adapter, c'est aussi t'adapter à la concurrence actuelle. Et en vrai, ce serait mentir que de dire, ouais, enfin, si tu... Enfin, c'est comme si tu lances une entreprise et que tu regardes pas le marché actuel et que tu regardes pas les concurrents en fait. Tu peux pas dans ce cas-là savoir à quoi est-ce que tu risques de Confronté. te confronter Hmm. exactement. Donc oui, il y en a certainement qui peuvent se permettre de le faire, mais à côté de ça, ils ont des managers et des community managers et des mecs derrière qui sont en train de bosser pour pouvoir savoir comment vendre leurs produits dans l'époque actuelle. Moi, j'ai pas la chance d'avoir des gens qui sont à côté de moi pour pouvoir faire ça, donc je dois avoir les deux casquettes et penser à ça aussi. Donc voilà. Ok. Et tu m'en parlais d'intemporalité, du coup, je reviens là-dessus. Parce que là, ça m'a fait penser à un truc. C'est que souvent, les gens qui parlent d'intemporalité, peut-être c'est bizarre ce que je vais dire, ça n'a pas de sens, mais je le dis quand Ouais, même, tu vas-y. vois. Ils parlent de d'intemporalité future. Dans le Mhm, sens où, dans le futur, tu as créé ce son-là en 2020, mais il va pouvoir traverser mhm. les époques qui vont arriver. On pense jamais à l'inverse. On se dit jamais, mon son, il est intemporel, et j'aurais pu faire ce son-là il y a 10 ans, et il serait arrivé jusqu'à aujourd'hui, il aurait dépassé aujourd'hui, il serait arrivé plus tard. Après, je pense que Tu vois ce c'est. que je veux dire ou Ouais, ouais, pas? grave. Je pense juste que c'est parce que déjà, c'est pas forcément la manière de penser la plus logique des gens. Donc, je pense que les gens Je n'y ont sais, je pas suis un peu pensé. fou. Non, mais ça reste quand même pertinent. Après, si tu pars du principe, et il y a des grands puristes qui seront pas d'accord avec moi, mais que on continue toujours de s'améliorer et de step up et de passer des échelons, c'est un peu compliqué de se dire, ouais, j'aurais fait ça il y a 10 ans, parce qu'au final, peut-être qu'il y a 10 ans, t'aurais semblé un peu en avance sur ton temps si Ah, t'avais fait ça, tu vois. Donc, je sais pas trop, c'est une remarque intéressante. tu sais qu'il y a une phrase qui, en plus, il y a une phrase qui dit, j'adore cette phrase. Il y a une phrase qui dit, quand on a raison trop tôt, on a tort. Bien sûr, mais bien sûr. Tous ceux qui disaient que la Terre était ronde, joke, joke, il était trop en avance par exemple, tu vois. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc au final, c'est un peu compliqué de se dire ça, mais dans tous les cas, par rapport à l'intemporalité, il faut vraiment garder en tête que c'est quelque chose qui est super subjectif et que ça dépendra aussi beaucoup de ton public. Parce que tu peux avoir envie de faire un son aussi intemporel soit-il. Si demain tu buzzes et que tu deviens la figure de 2021, c'est pas toi qui vas décider d'être intemporel. Tu resteras marqué dans ton temps. Si demain tout le monde décide de faire le même style que toi parce que, je sais pas, t'es le précurseur du truc, au final ça va rester marqué dans son temps. Hmm, Donc il y a aussi cette grande part quand t'es artiste où c'est pas toi en fait qui va qui décide. déterminer Ouais. exactement. Tu donnes ça au public et le public va en faire ce qu'il veut en fait. Hmm. Alors, est-ce que quand on décide d'être intemporel, entre guillemets, alors, ça se décide avant de créer? Par exemple, imaginons, pour essayer de rester à une échelle compréhensible, tu veux créer un son. Est-ce que avant de le créer, tu te dis, je suis dans une optique de créer un son intemporel, Mhm. ou est-ce que il devient intemporel dans ta tête une fois qu'il est terminé et tu dis, ce son-là va devenir intemporel? C'est plutôt le contraire. J'y pense avant parce que déjà, si juste une fois que t'as fait ton son, tu te dis il va être intemporel, bah au final, tu avais peut-être pas forcément réfléchi avant, donc c'est plus un peu genre le coup du sort. Ah, c'est cool, il a l'air intemporel. Et encore, même dans ce cas-là, t'es pas forcément sûr qu'il va l'être, tu vois. Donc non, moi c'est plutôt dans les critères que je me mets de base. J'ai envie de faire de la musique qui soit comme ça, comme ça, comme ça. Et là-dedans, j'ai envie qu'elle soit intemporelle. Maintenant, est-ce que je vais réussir à le faire ou pas? En tout cas, je pars avec cette idée de base de j'ai envie que ça soit comme ça. C'est une idée qui est globale dans toute ta musique parce que moi, honnêtement, Mhm. ce que tu dis là, je fais vraiment l'avocat du diable, tu vois, T'inquiète. avec mes questions. Mais en vrai, ce que tu dis, je crois que c'est inhérent à tous les artistes. Mhm. On a tous envie d'être dans la postérité, tu vois. Ouais. De façon, même pas de façon très égocentrique, Non, mais tu vois. on a envie de laisser On a quelque envie de chose. laisser quelque chose, Bien on a sûr. envie qu'en tout cas que ce qu'on a posé aujourd'hui, Mhm. ça puisse traverser une époque et rejoindre d'autres gens plus tard. Mhm. Au moins cette idée-là, tu vois. Le seul truc, c'est que c'est vertigineux d'y penser. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ça paraît lourd, parce que ça paraît lourd de sens de pouvoir créer un contenu qui va parler à plusieurs époques, à plusieurs Et générations, à puis, plusieurs personnes. c'est aussi très prétentieux hein, de se C'est dire qu'on aussi. va faire Mais ça. il y a quelqu'un qui a dit ici, qui s'appelle Chris Daikoni, qui a dit ici que tous les créateurs étaient prétentieux au À final. fond, moi je sais que j'ai un très gros ego et tous mes amis le diront. Ouais. Je sais. On l'est tous un peu, en vrai, Bien sinon on ferait sûr. pas ce qu'on fait, tu vois. Parce que c'est Exactement. de base la proposition qui est je vous livre un truc, Je fais mon art, voilà, j'ai fait écoutez-le. mon art, tenez, Grave. j'ai quelque chose à dire. De base, c'est prétentieux. Ouais, à fond. Si À quelqu'un fond. faisait ça dans la rue, on dirait il est fou. Ouais. Donc, ouais, je suis archi d'accord, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça apporte quelque chose de lourd, de sens au moins, Mhm. de vouloir créer quelque chose d'intemporel, tu vois. Mhm. Ouais, bah en fait, c'est
disons que ça reste une valeur en fait, tu vois. C'est comme si tu dis je veux faire de la musique qui est consciente, tu vois. Après que tu arrives à le faire ou pas, en tout cas, ça reste quand même une valeur que tu vas apporter de base. Et donc, ouais, c'est quelque chose d'important, tu vois. Ça, comment dire? Ouais, je sais pas, ça te donne un peu plus de noblesse à ton idée, tu vois. Après, encore une fois, voilà, c'est une idée, c'est comme dire, je sais pas, j'ai envie de faire de la musique qui soit bonne ou bien j'ai envie de chanter juste. Bah ouais, en vrai, tu vois, ça reste dans tes critères de base. Après, est-ce que tu l'atteindras ou pas? En tout cas, le fait d'être intemporel, pour l'instant, tu peux pas le savoir, je pense en tout cas. Hmm. Mais du coup, c'est vrai que je te demandais, dans cette idée-là, euh, on y pense pour tout ce qu'on produit Mhm. ou simplement on a des cibles précises, tu vois, et on tire des flèches précises. Pour l'intemporalité, tu veux dire? Ouais. Oh non, moi je pense que c'est vraiment, enfin pour moi en tout cas, c'est vraiment beaucoup plus une valeur que j'ai dans mon concept de ce que je veux faire. C'est pas le truc auquel je pensais quand je vais choisir quelle percussion ou quel piano je vais utiliser. Oh, en vrai, remarque, si, un petit peu. Ouais, si, en fait, un petit peu aussi, en fait. Mais je pense que c'est. Non, ça reste quand même très global. Mais c'est quelque chose du coup auquel je vais pouvoir repenser à n'importe quel moment. Je vais écouter un piano, je vais me dire ouais mais j'avoue en vrai il sonne quand même vachement ça, il sonne vachement ci, j'ai envie de faire un truc quand même qui sorte de ça. Et en même temps là-dedans, d'un côté tu cherches l'intemporalité, mais tu cherches aussi l'originalité et à t'éloigner des codes qui sont déjà préexistants et des choses qui existent déjà. Donc c'est toujours important quand même d'avoir conscience de tout ça et je pense que c'est comme ça que tu arrives à trouver des sonorités qui sont beaucoup plus originales et qui aussi sont plus authentiques par rapport à ce que tu as envie de faire, tu vois. Mais tu vois, là, je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment. Je t'ai demandé précédemment, est-ce qu'on choisissait qu'un son est intemporel avant ou Mhm. après? Ouais, Je fais le c'est lien vrai que avec, ça se fait un peu. Ouais. je fais le lien avec ce que je te dis parce que du coup, tu as une idée globale Mhm. d'intemporalité. Tu crées un projet, un album, il y a 20 titres. Euh, je veux dire que tu le crées, il n'est pas encore sorti, hein. Juste au studio, tu as enregistré tes 20 sons, tu vois. Est-ce que c'est pas là, quand tu prends du recul et que tu réécoutes tout, Mhm. et que tu fais une forme de sélection et tu dis, une forme de sélection qui se fait par elle-même en vrai, Mhm. par les sons eux-mêmes, tu vois, où tu dis, ah, peut-être que ça, plus que ça va être intemporel. Ouais, après, du coup, au final, je pense que ce serait pas un des premiers critères pour faire ma sélection pour un album, l'intemporalité. Parce qu'encore une fois, je pense vraiment. Alors attends, excuse-moi, je te coupe, parce que je parle pas de critères. Je parle de constat. C'est tout à fait Ah, de différent. constat, ok. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ok, Où là, d'accord. tu te dis, Ok. Celui-là, il putain, est plus. Bah, ce cocktail-là, là, ça va plus traverser le temps que celui-là. et bah, du coup, en vrai, non plus. Mais je pense que c'est vraiment parce que. Personnellement, je pense que l'intemporalité, tu l'as choisi dans la construction de tes morceaux et dans ce que tu vas décider de faire, mais le reste, c'est pas toi qui feras ce taf-là en fait. Et à partir du moment où le reste, c'est pas moi qui fais ce taf, bah je vais pas forcément le constater parce que j'ai de grandes chances de me tromper. C'est vrai. C'est Donc incontrôlable, ça, hein. voilà. C'est le public qui décide à la fin. Exactement. Donc moi, je fais ce que j'ai à faire dans ma construction et puis après, bah, c'est les autres qui décident qu'est-ce qui sera intemporel et qu'est-ce qui le sera pas. Hmm. Il y Donc, a, il y ouais. a peut-être l'idée aussi, je crois, ce que j'entends en tout cas moi, et tu me dis si je me trompe, mais dans cette idée d'avoir ça comme valeur globale, il y a cette idée de je vais mettre un peu ça partout. Et du coup, forcément, si on s'empare d'un de mes trucs, on s'empare un peu de cette valeur-là. Mhm. Parce qu'elle est là, disséminée partout. Exactement, exactement, c'est ça, c'est juste dans les valeurs que tu as de base, tu vois. Comme quand tu crées une grande marque de luxe, tu vois, tu vas avoir les valeurs de la maison de base. Et ça veut pas dire que dès qu'ils vont choisir un tissu pour faire un manteau, ils vont penser à cette valeur-là. Mais ça veut dire quand même que c'est une idée globale qui va se retrouver dans toute l'identité de la marque. Et c'est peut-être plutôt là-dedans hein, Enfin, c'est plutôt comme ça peut-être que je l'imagine, je pense. Ok. Et je veux revenir sur un truc. Alors, là, c'est une question que je pose souvent aux gens qui ont l'air d'avoir ton profil. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui ont ce profil un peu méticuleux, Ok. tu vois. Mhm. Et quand je dis là, que personne ne se sente visé, mais quand je dis méticuleux, c'est dans le sens où il y a des gens qui ont l'air, en tout cas d'après mon jugement, Mhm. voilà, pour me protéger, d'après mon jugement et d'après mon échelle de valeur, il y a des gens qui ont l'air plus méticuleux que d'autres, Mhm. tu vois. Euh, Tu vois, ce truc de dire, ok, j'aime tel son, mais tel instrument-là, moi, j'en veux pas dans mes sons, et Ouais. du coup, tu vois, c'est ces trucs-là dont je parle, tu vois. Et quand j'ai des gens comme ça en face de moi, ce qui m'arrivait quand même assez souvent finalement dans ce podcast, euh, je leur demande, et du coup je te demande aussi à toi, comment comment tu t'autocritiques, tu vois? Parce que je me dis que quand on a, quand on a tellement cherché, travaillé, détaillé Mhm. une idée et une création, à la fin, comment on peut avoir d'autres jugements que
je suis satisfait parce que j'étais au bout de ce que je voulais faire. Déjà, le tout premier truc, je pense que c'est que tu ne seras jamais satisfait. Et c'est aussi ça qui te pousse toujours à continuer, c'est que tu peux toujours faire plus, tu peux toujours faire mieux. Et donc personnellement, ben, même s'il y a un côté de moi qui est satisfait quand j'arrive à arriver au bout d'un projet, je suis pas satisfaite à 100% parce que je peux toujours faire mieux et je peux toujours faire plus. Et l'autocritique, que ce soit dans ma musique ou dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu du mal, dans la mesure où je sais jamais si je suis sur quel pied danser, tu vois, genre si je suis vraiment juste ou bien si je suis vraiment soit trop dans la critique, soit trop dans la complaisance, et je suis toujours un petit peu en train de naviguer entre les deux, et j'ai beaucoup de mal à trouver le juste milieu et à me faire confiance dans ma critique et dans ma complaisance aussi, parce que tout à l'heure, par exemple, on parlait d'ego, tu vois, et ton ego peut très vite être en mode ah, c'est trop bien, t'as fait un son vraiment trop cool, et puis le lendemain, je vais être en mode ah, mais c'est vraiment horrible ce que tu fais, tu peux vraiment faire beaucoup mieux, et j'ai beaucoup de mal à arriver à trouver le juste milieu. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui sont super sincères avec moi et qui veulent me voir réussir et qui ont le même attrait, je pense, enfin, la même sensibilité par rapport à l'art que moi. Et donc, en fait, je leur fais énormément confiance dans leur jugement. Peut-être des fois un peu trop, Mhm. mais du coup, je compte beaucoup sur eux par rapport à cette critique-là, pour pouvoir me dire aussi quand je me trompe et quand je fais les choses mal, quand je les fais bien. Après, il y a aussi un autre truc qu'il faut voir dans la créativité, c'est que il y a aussi plein de fois où c'est pas, enfin, les choses sont pas forcément mauvaises, tu vois. C'est un peu difficile de dire qu'il y a une créativité qui est mauvaise ou que c'est pas bien, tu vois. Enfin, il y a juste des fois où ça pourrait être fait autrement, ça pourrait être fait mieux, et ça, c'est des choses qui vont toujours continuer. Demain, il y a un son, il peut être aussi parfait, je le fais écouter à toi, je le fais écouter à 100 personnes, il y en aura peut-être 20 qui vont me dire, ok, ouais, il est bien, j'ai rien à ajouter, et il y en aura plein d'autres qui vont dire, ah, moi, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça, je vais rajouter ça, et c'est super subjectif, encore une fois. Mhm. Donc, c'est aussi savoir quand s'arrêter et quand passer à autre chose. Ça, c'est très important. Il y a plein de sons que je sors et pour lesquels tu sais, je les écoute, je me dis, ah, j'aurais dû rajouter ça ici, j'aurais dû rajouter ci, j'aurais dû changer ça. Mais à un moment, il faut aussi se dire, ok, là c'est bien. Genre, c'est un bon pack, c'est super. Viens, tu mets tes efforts dans ce qu'il y a après, en fait. Mhm. Donc, ouais. Ouais, je vois. Euh, pour revenir aussi sur la tristesse qui est Mhm. un peu, la mélancolie, la tristesse Mhm. qui est un peu ce qui domine ton art. Euh, et pour faire une corrélation avec le manque de créativité, est-ce que dans ton cas, du coup, le manque de créativité, il n'arrive pas quand t'es pas triste? Bah, pas forcément, parce qu'il y a des fois où je suis triste de pas avoir de créativité. Tu vois, donc du coup, je devrais aimer. Mais ça se mord la queue, du coup, parce que du coup, t'es triste. Tu Ouais, peux parler de ça? ouais, ouais. Bah, tu vois? Ouais, mais en fait, non, franchement, le manque de créativité, je vous avoue que en fait, je sais toujours pas à quel moment est-ce qu'il arrive et pourquoi est-ce qu'il arrive, parce qu'il arrive vraiment dans plein de situations différentes, que je sois triste, que je sois heureuse, il arrive de plein de manières différentes. Et comme je te disais tout à l'heure, par rapport au fait que le jour où je me sens d'écrire, je vais écrire, le jour où je me sens de chanter, je vais chanter, le jour où je me sens de faire une prod, je vais faire une prod, bah, j'essaye vraiment toujours de tirer ce truc-là. Donc, Hmm. De tirer quel truc? de tirer ma créativité de n'importe où, en fait, tu vois. Ok. Parce que c'est pas parce que ce jour-là, je me sens pas de créer une musique que je vais me sentir de créer une photo, de créer un texte, de créer quelque chose. Donc le but, c'est peut-être c'est de toujours cultiver cette créativité et cette essence en soi. Parce qu'au final, peu importe le support sur lequel tu vas le faire, l'essence de la créativité, c'est toujours la même. Et c'est juste cette envie de, tu vois. L'essence de ma créativité, c'est pas la tristesse. L'essence de ma créativité, c'est que je suis une créative et que c'est un besoin pour moi, tu vois. Hmm. Après, il y a juste différents canaux et il y a des canaux que je connais mieux que d'autres aussi. Mais c'est aussi ça qui rend le chemin super intéressant, c'est que tous les jours, je découvre des différents canaux pour exprimer ma créativité. Hmm. Bah, c'est hyper intéressant, du coup. Mhm. Mais en plus, c'est intéressant d'explorer différents canaux tout en restant dans la même... Parce qu'en fait, je dis ça parce que j'ai discuté ici avec quelqu'un avec Bob Tool, qui est un peintre, et qui me parlait du fait que lui, il est peintre à l'origine, et il se met à la sculpture et à d'autres Mhm. domaines pour essayer d'explorer sa créativité. Et je lui Mhm. disais, moi, je suis pas du tout comme ça. J'explore ma créativité à l'intérieur d'une maison qui est l'écriture, Ok. tu vois. Et j'adore la peinture, j'adore le chant, j'adore la photo et tout, mais j'en ferai jamais. Mhm. C'est juste... J'ai tellement de portes déjà dans mon univers que ça me va. Et, et du coup, je trouve ça intéressant, moi, d'aller chercher la créativité ailleurs, mais dans un ailleurs qui est pas inconnu, parce que Mhm. ça reste
dans le même territoire. Tu vois Ouais. ce que je veux dire ou Ouais, pas? ouais, totalement. Totalement. Après, pour ma part, je pense que je fais un peu les deux, tu vois. Autant dans la musique, il y a énormément de portes différentes et c'est trop bien. Donc, j'explore cette créativité à l'intérieur même de la musique en essayant de faire d'autres choses, en essayant de créer, de jouer des instruments, j'en sais rien, mais tu vois, de toucher à ça. Et à côté de ça, là, par exemple, j'ai acheté une palette de peinture. J'ai envie de faire de la peinture, tu vois. Je pense que je suis pas très très bonne, mais j'ai vraiment envie. Donc, tout dépend en vrai des gens, je pense, mais pour ma part, en tout cas, je l'explore à l'intérieur de mon domaine, mais aussi en dehors. Et ouais, voilà, en fait. Mais après, est-ce qu'aussi toi, t'as pas une extension de... Parce que t'es graphiste à côté, Ouais, et t'as un attrait pour l'art plastique, enfin, depuis tes souvenirs pour d'enfance et l'image, tout, tu beaucoup, vois, beaucoup. pour l'image. Est-ce que c'est pas juste une extension de cet attrait-là, plutôt que Bah, vraiment l'exploration d'un art qui est nouveau, tu vois? en fait, là où c'est marrant, c'est que comment est-ce que je vois mon métier de chanteuse et d'artiste, c'est qu'en vrai, pour moi, c'est 50% de musique, 50% d'image. Je trouve que c'est vraiment... déjà, en vrai, enfin, dans la manière dont les gens consomment la musique maintenant, et ça c'est quelque chose qui est un peu triste en vrai, mais bon voilà, les gens sont très attirés par le côté image, tu vois, c'est vraiment un truc qui est inhérent à l'identité artistique que tu vas avoir, ouais, à l'identité que tu vas avoir en tant qu'artiste, il n'y a vraiment pas que ta musique, il y a aussi tout cet aspect visuel. Et vu que moi c'est deux choses qui me font grave kiffer, bah, le fait de pouvoir les unir toutes les deux au service de mon art et de moi en tant qu'artiste, c'est un truc que je trouve trop cool. Mais donc, je ne cloisonne pas mon identité artistique uniquement à la musique, Hmm. tu vois. Et donc, ça me permet toujours d'aller chercher plus loin dedans et de me considérer comme une artiste un peu plus à part entière, en fait. Hmm. Enfin, au sens Ouais, je plus vois. large, en fait. Ouais, je vois. C'est intéressant ce que je me dis, ça me fait réfléchir au fait que dans la musique, je parle, hein, et dans toute musique confondue, tu vois. Mais souvent, je dis ça, mais je m'appuie beaucoup sur le rap parce que c'est ce que je connais le mieux. Mhm, Mais je pense à tous les artistes qui veulent rester anonymes mhm, et qui se sont mis à illustrer cet anonymat de façon très visuelle, mhm, tu vois. Et je pense à des gens qui ont pris la retraite il n'y a pas très longtemps, les Daft Punk par exemple. ouais. Ils se sont mis à... Au début, ils avaient un anonymat qui était vraiment un vrai anonymat. C'est-à-dire qu'ils faisaient des clips où on les voyait pas, même pas eux masqués, rien, on les Mhm, voyait pas du tout. ouais. Mais il y avait toujours un personnage qui était masqué mais qui n'était pas eux. Et puis au fil du temps, ils ont créé une imagerie Mhm, avec leur casque, leur couleur et tout, autour de cet anonymat-là. ouais. Tu vois. Je pense qu'un rappeur comme Kalash qui, de plus en plus, essaie de créer une imagerie autour de sa Totalement. cagoule. Totalement. La cagoule, c'est Kalash. Voilà. Ouais, grave. C'est vraiment ça. Et puis même dans la manière dont il réalise ses... Enfin, pas lui personnellement, Mhm, mais dont sont dirigés artistiquement ses clips et tout. Il y a mhm, toute une mhm. imagerie qui est faite autour de cet anonymat-là. Et l'illustration de cet anonymat-là, tu vois. Ouais, même que Crap plus récemment aussi. Que, que Kra, qui est un rappeur, Ouais. pour ceux qui connaissent pas, un peu Mhm. plus underground, mais qui est un très bon rappeur. Alors que Kra, c'est encore plus poussé, j'ai l'impression Ouais, même. Et ouais, lui, ouais. depuis le Et là, début, là, en là, vrai. ouais, 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 Ouais. ouais. Lui, depuis le début, il a créé toute une imagerie autour du masque et autour Ouais. du fait d'être masqué et tout. Je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, ça, c'est pour te donner raison. Je parle beaucoup pour te donner raison, mais et je veux juste dire que je sens de plus en plus vraiment, cette idée que la musique, elle est vraiment liée à l'image, même quand tu essayes de cacher ton image, paradoxalement. Totalement, parce que, bah, après, encore une fois, là, on va rentrer dans le côté de quand tu veux la vendre, tu vois, parce que tu peux, enfin, on travaille, on est à une ère où il y a beaucoup de réseaux sociaux, où la musique se vend aussi par des clips, par des covers, par des visuels, par les réseaux, par les photos que tu vas prendre, tout ça. Donc forcément, il y a ce côté visuel dedans. Et le truc, c'est qu'il y a aussi des personnes qui n'aiment pas forcément ça. Et il y a plein de gens, par exemple, je sais pas, qui adorent chanter, tu vois, mais qui pour autant ne voudront jamais faire carrière parce qu'ils n'ont pas envie de faire tout ce truc-là à côté, tu vois. Et là, c'est toujours quels sont tes attraits dans la créativité, jusqu'à où est-ce que tu as envie d'aller, à quel point est-ce que tu as envie d'élargir ton panel et d'approfondir aussi dans ton identité artistique. Mais clairement, l'identité artistique à l'heure actuelle ne se résume pas uniquement à la musique, clairement Hmm. pas. Et en vrai, même si c'est très triste, je pense que je sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient consommer de la musique vraiment nulle s'il y avait des visuels de ouf. Ok, sans juger personne, mais du Non, sans coup, juger personne, mais ça je voudrait pense dire que que tu ouais, pourrais, si aujourd'hui tu sais visuellement bien te vendre, ouais, tu vendras bien ta musique. selon moi, oui. Selon toi, oui. Ouais. Ok.
Mais est-ce que aussi, il y a une question qui me vient là, c'est est-ce que du coup, ça demande pas aussi aux artistes d'être pas seulement des créateurs de musique, d'être des créateurs de toute autre chose? Pas forcément, parce que tout dépend avec qui tu travailles, de l'équipe que tu as autour de toi, tout dépend si tu es un artiste auto-entrepreneur, tout dépend si tu es signé en tant qu'artiste dans un label, par exemple, et que du coup, tu as aussi moins tout cet aspect-là à faire, tout dépend si tu as envie de le faire aussi ou pas. Il y a des artistes qui savent juste écrire des sons, il y a des artistes qui savent juste interpréter des musiques, il y a des artistes qui sont plus chauds pour pouvoir faire des clips, qui ont des idées de ouf pour les clips, tu vois, mais qui à côté de ça vont avoir une plume qui va peut-être être un peu moins bonne. En fait, tout dépend de ce que tu as envie de faire, mais l'avantage quand tu es un... Enfin, l'avantage, non pas forcément l'avantage, mais quand tu es un artiste, en vrai, c'est que tu as une équipe autour de toi. Et ça, c'est les gens qui sont pas dans l'industrie ont tendance à l'oublier, mais un artiste, c'est très très rare que ce soit lui qui ait décidé de sa musique, son écriture, sa prod, son stylisme, sa colorimétrie, par exemple, dans ses clips, sa DA. Il y a presque aucun artiste qui fait tout ça, en Hmm. vrai. C'est des gens qui ont des équipes autour d'eux qui décident de ça et qui travaillent de ça. Alors, bien sûr, il y a des artistes qui ont leur mot à dire dedans parce qu'ils ont envie d'avoir leur mot à dire, mais il y en a aussi qui n'en ont rien à faire et qui Hmm. veulent juste faire du son et qui, du coup, bah, vont pas avoir ces autres casquettes. Hmm. C'est juste une possibilité et c'est ça que je trouve super cool, moi. Ouais, ouais. Mais après, là où j'ai une crainte, moi, même en tant que consommateur en soi, Mhm, tu vois. Parce que ce que tu dis par rapport au visuel de la musique, c'est vrai. L'exemple il est tout bête, mais quand moi je suis passé à côté de plein de sons dans des albums, et puis 2 mois après certains clips, et mhm. je me dis, ouais, mais ce son Mais était dans bien sûr. l'album, tu vois. C'est incroyable, genre. Mhm, Euh, mais en même temps, ça pose la question de. Après, on est des consommateurs, du coup, c'est à nous de faire ce travail-là aussi, tu vois. Mais exactement. ça pose la question de est-ce qu'on choisit vraiment ce qu'on consomme, tu vois? Ou est-ce qu'on nous fait pas juste du coup, si quelqu'un a trouvé la bonne recette visuelle, il peut nous vendre n'importe quoi, on serait pas. Eh bah, alors, tout dépend d'à quel point tu as conscience que tu es un consommateur dans cette société de consommation, en fait. Tu vois, tout dépend à quel point est-ce que tu vas chercher à déconstruire ça et à savoir ce qui te plaît. Mais oui, concrètement, je pense que en tant que consommateur lambda, tu peux totalement te dire que, enfin, être influencé par une musique qui est, enfin, parce que le visuel est lourd, alors qu'en fait de base tu l'aurais pas calculé. Et genre au contraire, des fois il y a des gens qui font des musiques qui sont super chaudes, mais parce que leurs visuels ils sont éclatés, ils sont pas pris au sérieux, les gens les écoutent pas, et les gens apprécient pas forcément ce qu'ils font parce que leur image à côté elle est nulle. Ok. Tu vois, et alors après c'est peut-être mon avis à moi parce que je suis très sensible à cet aspect visuel, Hmm. mais moi j'ai beaucoup de mal à apprécier un artiste qui a des visuels qui sont éclatés. Alors, est-ce que cet amour pour le visuel-là, Mhm, ça pourrait pas te pousser à avoir le vice, j'appelle ça le vice, tu vois, mhm. à avoir le vice de parfois te concentrer que sur le visuel pour faire passer des trucs un peu moyens, que tu sais être moyen. Dans ma musique, Ouais. non, franchement, non, parce que je suis très autocritique quand même dans ce que je fais, tu vois, et il y a quand même ce truc où si je sais pas que c'est un minimum bien, je vais pas vouloir le sortir en fait. Donc, et sachant qu'en plus, en vrai, le processus créatif, il commence quand même à la création d'un son. Et c'est après, à propos de ce son, qu'on va créer le visuel. Même s'il y a des fois où je vais avoir des idées de clips et qu'ensuite je vais faire le son. Mais de base, quand même, t'as quand même ce truc où t'écris, tu fais ton son, tu le poses et ensuite tu vas penser au visuel. Donc si ton son il est médiocre, tu vas pas forcément avoir envie de te pencher pendant 6 heures à écouter ton son pour pouvoir faire un visuel, tu vois. Hmm. Donc non, et en vrai, je me sentirais un peu comme une fraude si je me disais, vas-y, il est moyen, mais on va faire un visuel de l'ouf. Comme ça va un peu, tu vois. Oh, mais tu pourrais compenser cette culpabilité en t'impliquant et en essayant d'être la plus créative possible dans Je l'imagerie que tu vas mettre pense autour. que je serais trop perfectionniste pour pouvoir faire ça. Et si je sors un truc, mais que ça soit dans un sens ou dans l'autre, hein, je vais pas faire un son de ouf avec un visuel pas ouf en me disant que ça va compenser. Ben, je vais pas faire un son pas ouf avec un visuel de ouf pour me dire que ça va compenser. Hmm. Faut que les deux soient bons. Alors après, il y a des gens peut-être qui me diront qu'ils seront pas bons, mais pour moi, faut que ça soit chaud dans les deux cas. Tu vois, faut que si t'écoutes la musique sans clip, c'est chaud. Si tu regardes le clip sans musique, c'est chaud aussi. Ok. Mais il y a pas, non, il doit pas y avoir de compensation. Surtout qu'en vrai, alors après, ça c'est moi et mon envie je dirais peut-être de plaire et de prouver, mais quand je fais de la musique, les consommateurs les premiers auxquels je pense, c'est pas forcément le consommateur qui est pas forcément dans l'industrie de la musique, c'est tous les mecs qui sont plus hauts que moi dans l'industrie de la musique. Hmm. Et c'est eux que j'ai envie de convaincre en fait. Hmm. Donc je peux pas faire un truc médiocre. Ouais, je vois.
Donc je suis obligée de Ceux me à pousser. qui, ceux à Ceux qui qui tu, savent, tu vois. mais à qui tu, Je peux pas les douiller. de qui tu dis à l'origine, j'aimerais faire comme vous. Ouais, c'est ça, tu vois, que ça soit... Ouais, ouais, en vrai, ouais, grave. Que ça soit eux ou bien que ça soit aussi même les autres, tu vois, genre n'importe qui, je sais pas, genre, n'importe qui dans un label. En fait, n'importe qui a un niveau de connaissance suffisant pour pouvoir comprendre que là, j'ai douillé et que c'est pas aussi chaud que ça. Ok, Je veux pas, en fait, tu vois. ok. Je veux que autant le consommateur lambda puisse te dire, ah, c'est cool, et que le consommateur qui a vraiment une connaissance poussée de la musique, de la prod, etc., se dise, ah, j'avoue, c'est chaud. Je vois. Voilà. Ok, bah merci, on va conclure. Et bah écoute, vas-y. Pour conclure, il y a toujours trois petites questions. Mhm. La première, c'est cite-moi ton objet créatif favori. Ok. En vrai, de base, je t'aurais dit l'ordinateur parce que c'est dessus que je fais du graphisme depuis plus de 10 ans et que je fais de la musique aussi dessus depuis presque autant d'années, tu vois. Mais en vrai, ce serait mon cerveau. Parce que même si demain j'ai plus d'ordi, je serais très embêtée, mais je pense que je continuerai de chercher des moyens de faire de la musique autrement. Et tout à l'heure, on parlait de l'essence de la créativité. Et au final, la vraie essence, elle est en toi, tu vois. Et Hmm. après, bah, il y a juste plein de moyens différents. Donc ouais, je dirais mon cerveau. Ok. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Euh, Il y a le projet de mon meilleur pote, du coup Louis Azo, dont on parlait tout à l'heure, qui est un EP qui s'appelle Emotion Road. Et c'est un EP très doux qui a un peu des notes de R&B aussi, justement. Et non seulement il m'inspire dans la musicalité parce qu'elle me parle beaucoup, mais aussi dans la manière dont il l'a sorti et dont il l'a fait. Et en vrai, voir les gens autour de moi faire des choses que je trouve super chaudes, c'est ce qui m'inspire le plus en vrai. Donc c'est ça le dernier truc en date qui m'inspire beaucoup. Ok. Et la dernière, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Fais. En vrai, fais. Franchement, fais, ne te juge pas. C'est vraiment. C'est. Ouais, essaye de laisser en fait ton côté jugement tranquille, juste le temps de créer et lâche les choses sans filtre. Et une fois que tu as lâché ça, là tu peux reprendre ton côté critique pour pouvoir essayer d'assembler les choses. Mais la base de la créativité, c'est de pas se juger et de juste laisser sortir ce qui doit sortir, peu importe la manière. Donc juste fais en fait. Et accorde-toi le temps de faire aussi. C'est important. Ok. Accorde-toi le temps de faire, c'est important, Ouais. c'est vrai. Ben, merci beaucoup. Ah, merci à On toi, va c'était mettre dans la super intéressant. description le lien vers ton Instagram, ton Ça Spotify et marche. ta chaîne YouTube pour qu'on voit et qu'on te suive de près ce que tu as proposé. Super. Likez, abonnez-vous, partagez. Merci. Merci à À la toi. prochaine. Yes.